Bien, il est 14h31. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Vuillot et puis je vais animer ce webinaire organisé par l'association Dialogue et Solidarité sur le veuvage des femmes. Je vais vous donner tout de suite quelques informations techniques. Le webinaire va durer 1h30, il est filmé. Donc, vous allez retrouver ce webinaire en ligne sur le site de Dialogue et Solidarité prochainement. Vous ne pouvez pas parler, c'est normal. Les micros et les caméras sont coupés, sauf pour les intervenants. Par contre, vous allez pouvoir réagir pendant ce webinaire dans l'onglet Discussion que vous allez trouver en bas de la fenêtre de Zoom. Vous avez trois petits points avec le mot plus qui est indiqué, qui est écrit à côté des trois petits points. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver l'onglet Discussion, le bouton Discussion, et vous ouvrirez une fenêtre à droite ainsi, en cliquant dessus, une fenêtre à droite dans laquelle vous pourrez poser vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant tout le webinaire. Et c'est Lorraine Gravelard, responsable de l'association Dialogue et Solidarité, qui fera une synthèse de vos questions d'ici 1 heure à peu près. Et j'ajoute que dans cette fenêtre de droite, vous allez voir aussi le nom des participants. Et si vous ne les voyez pas, il y a un petit bouton participant tout en bas de votre fenêtre. Là, pour l'instant, il y a 35 participants qui nous ont rejoints. Et dans cette fenêtre de droite avec la liste des participants, vous pouvez cliquer sur votre nom et vous renommer. Ça peut être pratique de vous renommer, parfois pour ne pas avoir juste le nom de votre ordinateur ou de votre téléphone, mais aussi pour nous dire qui vous êtes et puis chez qui vous travaillez. Parce que voilà, ça nous permet après peut-être de reprendre contact, de savoir qui vous êtes et pourquoi vous posez telle ou telle question. Donc, un webinaire aujourd'hui sur les enjeux du veuvage au féminin, en ce 23 juin, qui est la journée reconnue par l'ONU comme la journée internationale du droit des veuves. Mais avant de nous tourner vers nos intervenantes, que je vais vous présenter dans 1 minute, je vais laisser Lorraine Gravelard, responsable de l'association Dialogue et Solidarité, introduire ce webinaire. Lorraine, c'est à toi. Merci Frédéric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est l'occasion de la Journée internationale des veuves. Et à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé, je vais le citer, à faire en sorte que toutes les veuves puissent occuper une place respectée et qu'elles aient accès à la protection sociale et juridique afin qu'elles puissent réaliser tout leur potentiel. Alors, à l'occasion de cette journée, Dialogue et Solidarité vous propose ce webinaire avec un double objectif, celui de sensibiliser à la cause des femmes qui sont endeuillées de leur conjoint et des difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées. Mais c'est aujourd'hui aussi l'occasion d'identifier des pistes concrètes pour l'accompagnement de ces femmes et puis de vous présenter les complémentarités des accompagnements que nous réalisons entre Dialogue et Solidarité et les CIDFF, les centres d'information aux droits des femmes et des familles qui déploient nos espaces. Dialogue et Solidarité, depuis 20 ans, accompagne des personnes qui sont endeuillées de leur conjoint. Nous avons 16 lieux d'accueil qui sont fortement ancrés dans les territoires grâce à des partenariats avec des acteurs locaux, notamment nos institutions de prévoyance partenaires et puis les centres d'information aux droits des femmes et des familles puisqu'ils animent nos espaces. On propose également donc, un accompagnement personnalisé pour toutes les personnes qui sont en deuil de leur conjoint. C'est un accompagnement qui est toujours gratuit pour permettre justement au plus grand nombre d'en bénéficier. Et puis, on anime également des actions de sensibilisation, d'information autour des enjeux liés au deuil, comme on va le faire aujourd'hui. Notre action, elle a commencé en 1997 à l'initiative d'un groupe de bénévoles parisiens. Et puis, très vite, l'Union d'institutions de prévoyance OCIRP et ses membres a soutenu notre projet, ce qui nous a permis en 2004 de nous constituer en association. Alors, quelques chiffres vraiment rapidement pour replanter un peu le décor. En France, il y a 5 millions de personnes veuves. Parmi ces 5 millions de personnes veuves, 500 000 sont en situation de veuvage précoce. Ça veut dire qu'elles ont perdu leur conjoint avant 55 ans. Et la moyenne d'âge de ces veuves précoces, c'est 41 ans. Alors, ce que ça implique derrière, c'est qu'il y a énormément près de la moitié de ces veuves précoces qui ont des enfants à charge. Et dans ces veuves précoces, on a 80% de femmes. Et parmi ces familles monoparentales, on compte 800 000 enfants. Et du coup, le deuil, c'est vraiment un tsunami dans une famille. C'est un bouleversement économique, social, familial, organisationnel, etc. Et ça a des impacts très importants sur la santé mentale, physique, sur la vie sociale des personnes. Elles nous disent toutes se sentir très isolées. Et puis sur l'emploi également.
Mais le veuvage au féminin, c'est vraiment spécifique et c'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui, avec nos intervenantes et avec nos collaborateurs, vous proposer ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine Gravelard. Alors oui, on va parler dans ce webinaire de toutes les questions liées au veuvage. On va parler d'éléments juridiques, on va aussi parler de cas pratiques. On va parler des conséquences du deuil. Alors ça peut être l'épuisement, ça peut être l'isolement, les revenus, le travail, les enfants. Et puis, surtout, on va parler de l'accompagnement que propose Dialogue et Solidarité depuis 20 ans. Et on va parler de ce qui se fait beaucoup au niveau régional aussi, en partenariat avec les CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Pour échanger sur tous ces points, eh bien, il est temps d'accueillir nos invités. Donc, nous avons avec nous, et vous les voyez normalement à la caméra, Maître Emmanuelle Andrez, qui est avocate au barreau de Paris et d'Évry, qui est présidente aussi de l'association Réenchantement, qui travaille avec les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons avec nous Petrina Todorova, qui est juriste au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF 63. Nous avons Myriam Vaunier, qui est psychologue à l'antenne Dialogue et Solidarité de Clermont-Ferrand, Maëva Netling, qui est psychologue à l'antenne Dialogue et Solidarité d'Angers, et puis Emmanuelle Ménard-Vigneron, qui est conseillère en insertion au CIDFF 49, donc de Maine-et-Loire, donc pour Angers. Voilà. Alors, on va commencer par essayer de comprendre les enjeux qui sont liés au veuvage des femmes. Et ma première question, elle est pour Myriam Vaunier, donc de l'antenne Dialogue et Solidarité de Clermont-Ferrand. Myriam, quelle est la place des femmes en deuil dans notre société et comment est-ce qu'elles sont perçues? Alors, on ne vous entend pas, il faut réactiver votre micro si vous pouvez. Vous m'entendez? Oui, c'est très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, dans votre question, il y a deux questions en réalité. Il y a la place et comment elles sont perçues. Et dans ces deux éléments-là, ces deux questions sont intrinsèquement liées. Donc, la place, c'est une question pertinente parce que dans notre société, il y a une intolérance sociale à la mort. Donc, la place, c'est vraiment très compliqué. On se questionne même sur la place qu'on leur octroie. Les témoignages qu'on peut avoir de ces femmes, c'est des femmes qui nous disent que le statut de veuve, le veuvage en soi, c'est un mot qu'elles n'apprécient pas et qui est très difficile, c'est un poids à porter. Donc, comment elles sont perçues cette fois-ci? Il y a un certain nombre de représentations et de stigmates associés à ce public. Les stigmates associés, c'est des personnes qui seraient vulnérables, fragiles, des personnes qui ne pourraient être que mères, par exemple, comme si la perte du conjoint fait qu'elle serait que ça à présent. Et puis des représentations aussi associées, mais qui font tout de même partie des mœurs qui se perpétuent. Ces femmes isolées, même si parfois elles peuvent aussi avoir des enfants, mais des femmes isolées peuvent aussi avoir cette représentation-là de la voleuse de mari. Vous voyez, comme si il faudrait aussi se méfier en quelque sorte de ces femmes qui sont autour d'autres couples, d'autres familles. Hein. Donc il y a une réelle exclusion, voulue ou non, au quotidien pour ces femmes. Il y a des représentations voilà, qu'on entend. Il y a aussi des questions juridiques, des questions sociales qui se posent. Et du coup, je vais me tourner vers Maître Emmanuelle Andrez. Dites-nous en quoi la protection sociale et le droit sont essentiels à la protection des femmes en deuil. Le droit et la protection sociale sont d'abord vus comme des blocages, puisque lorsque le deuil survient de manière inopinée et non attendue, le droit peut entraîner des situations de blocage, par exemple de blocage de compte bancaire, une décision à prendre en urgence, et la protection sociale, elle est attendue pour être un levier, notamment pour permettre des obsèques ou compenser une perte de revenus. Donc, le rôle qu'on a comme juriste ou comme avocat quand on reçoit des personnes engagées, c'est plutôt à la protection sociale comme de la paperasse ou quelque chose de très opaque, alors que le droit et la protection sociale sont au contraire là pour protéger les personnes endeuillées, le conjoint survivant, les enfants, et pour apporter des solutions
et les aider justement à rebondir. Alors, Maître André, je ne vous cache pas qu'on vous entend mal. Je pense que vous êtes sur votre téléphone avec une liaison téléphonique et la liaison est assez mauvaise du point de vue du son, on a du mal à vous comprendre. Je suis désolée, je suis en Wi-Fi et finalement je suis sur mon téléphone, mais c'est mieux là. C'est mieux. D'accord, ok. On vous entend quand même mal. Si jamais vous aviez la possibilité de vous déconnecter, de vous reconnecter avec une autre liaison que celle-ci, je trouve que ça peut valoir le coup qu'on se reconnecte. Bien sûr, on vous verra arriver dans la session de discussion. Que je me reconnecte, ça ne marche pas là mieux? Non, on a vraiment du mal à vous comprendre. J'ai compris que vous me demandiez si on voulait que vous vous reconnectiez. Donc la réponse est oui. Essayez de faire ça. Et en attendant, je pose la prochaine question à Petrina Todorova. Expliquez-nous en quoi consiste votre travail au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de Clermont-Ferrand. Et je précise d'ailleurs pour les gens qui nous regardent que vous êtes deux sur votre écran et vos noms sont inversés. Mais c'est pas grave, mais c'est juste pour que les gens qui regardent se disent ah bon, très bien, en fait les noms sont croisés, mais c'est normal. Donc Petrina, alors, en quoi consiste votre travail? Bonjour à toutes et à tous. Petrina Todorova, donc la juriste de la structure de Clermont-Ferrand du CIDFF. Alors, en quoi consiste mon travail? C'est un petit peu vaste, on va dire. Juriste, c'est un petit mot fourre-tout, je dirais. Donc, on fait évidemment du droit, mais pas que. De mon côté, c'est plutôt vaste. Nous avons pas mal de lieux de permanence d'accès au droit. Donc, on fait beaucoup d'informations juridiques, mais également beaucoup de collectifs. Donc, j'interviens en milieu scolaire, donc collège-lycée, mission locale aussi, public jeune. Et également dans tout ce qui est milieu carcéral. Moi, je fais le côté milieu ouvert. Ma collègue, elle, fait le milieu fermé, donc en prison. Mais nous intervenons beaucoup sur les violences, toutes les formes de violences, mais notamment les violences sexistes et sexuelles, et sur les femmes victimes. On ne fait heureusement pas que ça, mais on en fait quand même. Et pour ce qui est des personnes en deuil, effectivement, ça nous arrive. D'ailleurs, nous avons la chance de collaborer avec Myriam, qui est très bienveillante et douce à ce sujet. Donc, on fait des orientations internes et inversement quand elle a des bénéficiaires qui aussi ont besoin d'un soutien juridique ou du moins d'avoir quelques informations, quelques réponses à des questions qu'ils peuvent se poser et qui sont normales. Nous arrivons un petit peu en renfort. Après, des situations de veuvage précoce, je n'en ai pas beaucoup fait. Pour l'instant, ce n'est pas la majorité de ce que je fais, c'est plutôt des personnes âgées, on va dire. Est-ce qu'on peut quantifier, pour prendre la mesure de votre travail, est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce que vous êtes souvent consulté? Est-ce que c'est 2 fois par semaine, 2 fois par semestre? Enfin, comment est-ce que vous pourriez, nous donner la mesure de votre travail? Alors, si la question porte sur les personnes en situation de veuvage, effectivement, non, c'est très rare, on va dire. Et quand ça arrive, c'est des personnes qui ont un certain âge déjà, généralement. Le veuvage précoce, c'est plutôt rare de notre côté en tant que juriste au CIDFF. Après, je pense que des collègues juristes sur Clermont-Ferrand doivent en voir peut-être plus. Mais effectivement, nous, on travaille plus peut-être sur les pensions de réversion ou les choses qui concernent un public un peu plus âgé. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le droit des femmes veuves? Alors, que ce soit les femmes ou les hommes veufs ou veuves, la situation n'est pas très changeante. En fait, on appelle ça le conjoint survivant lorsqu'il y a un mariage. Et donc, finalement, lorsqu'il y a un conjoint survivant, donc dans le cadre du mariage, il y a pas mal de petites choses à savoir, que ce soit du côté de la fiscalité, mais aussi du côté de l'autorité parentale quand il y a des enfants communs du couple. Par exemple, lorsqu'il y a un mariage, il y aurait une exonération fiscale au moment du décès du conjoint, puisque en tant que conjoint survivant, on devient héritier direct quasiment de son conjoint. Alors évidemment, on ne prend pas la place des héritiers en ligne directe qui sont les descendants, les enfants, que ce soit les enfants d'une précédente union du défunt ou les enfants communs du couple. Mais effectivement, quand on est conjoint, donc marié et qu'on perd sa moitié, on a une hérédité qui se crée et on peut avoir d'ailleurs la possibilité de protéger son conjoint de notre potentielle mort en faisant par exemple une donation entre époux.
Du côté de tout ce qui est le PACS, donc le pacte de solidarité civile ou le concubinage, c'est un petit peu différent. Effectivement, il va y avoir des barèmes qui dépendront de la situation. Est-ce qu'on est pacsé? Est-ce qu'on est marié? Est-ce que les enfants sont communs ou est-ce qu'il y a des enfants de précédentes unions? Et du côté de la fiscalité, quand c'est du concubinage, il n'y a pas de droit de succession à moins de faire un testament. Simplement, le concubinage fait qu'il n'y a pas de lien entre les concubins, puisque juridiquement, il n'y a aucun lien reconnu. Et dans ce cas-là, avec un testament, tout ce qui sera donation, et fiscalement parlant, ce sera taxé à 60%, puisque c'est comme si on faisait une donation à un tiers, finalement. Voilà. Et pour ce qui est de l'autorité parentale, finalement, de manière presque logique, lorsque l'un des deux parents décède, ça on retrouve dans le Code civil à l'article 373-1, c'est l'autre parent qui récupère à 100% de l'autorité parentale, finalement, de manière logique. D'accord. Voilà. Alors, je vois que Emmanuel André nous a rejoint de nouveau. On va essayer de voir si elle arrive à nous parler, si elle arrive à libérer son micro et sa caméra. Ce serait une bonne nouvelle. Oui, alors on la voit. Toujours sur son téléphone. Libérez votre micro pour voir si ça fonctionne mieux que tout à l'heure. Là, on ne vous entend pas. Là, on ne vous entend pas pour l'instant. Emmanuel André, on ne vous entend pas. Ah, ça y est, là, on vous entend. Bon, merci de nous avoir rejoints. J'espère que ça va mieux fonctionner. Donc, il y a une question que je n'ai pas pu vous poser tout à l'heure. C'est quels sont… voilà, quand on a préparé ce webinaire, vous nous aviez dit que, en fait, vous aimez promouvoir la prise de décision en amont. Et expliquez-nous quel type de situation, à quel type de situation vous pensez et pourquoi il y a des moments où vous incitez particulièrement à promouvoir ces décisions en amont, ces prises de décision. Oui, je vous remercie Frédéric. En fait, malheureusement, les avocats sont consultés généralement trop tard et consultés par des personnes endeuillées, des conjoints survivants qui sont complètement désemparés et qui sont, comme je le disais tout à l'heure, donc vous n'avez pas entendu, souvent en situation de blocage et mise en échec en fait par le droit et par la protection sociale parce qu'ils sont voilà, dans une situation de blocage, ne savent pas comment se dépêtrer de cette situation et donc font appel à des juristes ou des avocats. C'est la raison pour laquelle j'essaye de promouvoir la prise de décision en amont pour éviter justement toutes ces situations parce que je me suis aperçue que les connaissances et la prégnance du droit auprès de nos concitoyens en général est quand même très faible. Les personnes en général ont très peu de notions de tout ce qui concerne le régime matrimonial, de tout ce qui concerne la pension de réversion, de ce qui concerne les testaments, les donations. Et une chose vraiment toute bête, et je pense que la juriste qui intervient de concert avec moi ne démentira pas ce que je vais dire, les personnes n'ont par exemple aucune notion de l'intérêt que présente le fait d'avoir son propre compte bancaire, d'avoir un conjoint qu'on peut abonder pour faire face aux dépenses de la vie courante et contribuer aux charges du mariage. Mais le fait d'avoir un compte personnel sur lequel on peut verser son salaire et sur lequel on peut verser des allocations qu'on peut percevoir, fait échec justement au caractère hyper soudain et hyper subi en fait du blocage du compte bancaire qui est le compte joint lorsque le décès survient et de faire face aux premières dépenses. Effectivement, j'ai rencontré des enfants, c'est pas aujourd'hui la question, mais des veuves qui n'avaient plus de ressources pendant un temps indéterminé parce que toutes les ressources étaient abondées sur le compte joint. Il suffit d'avoir voilà, son compte personnel et en plus d'abonder un compte joint, c'est pas une gestion très compliquée quand on met en place un virement permanent. Et ne serait-ce que ça, ça peut libérer de l'âge mental les personnes veuves en fait. Alors écoutez, d'une part, on vous entend beaucoup mieux, c'est très agréable. D'autre part, j'ai envie de vous poser une question bête, parce que prendre des décisions en amont, on s'y prend combien de temps avant? Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse puisqu'on ne sait pas quand le conjoint va mourir. Mais est-ce qu'il y a des déclencheurs? Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce qu'il y a le déclenchement d'une maladie? Est-ce qu'il y a des signes qui font dire, bon, bah là, il faudrait que je commence à y penser? Ou est-ce qu'il faut y penser demain matin parce qu'on a écouté ce webinaire et qu'en fait, il faut s'en préoccuper?
Je vous remercie, Frédéric. Alors, en règle générale, je milite pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il serait bon déjà que lorsqu'on se marie, on lise le livret de famille. Il y a déjà tout un tas de conseils de bon sens qui figurent dans le Code civil qui sont reproduits. Ces conseils sont reproduits dans le livret de famille. Il serait bon que les gens le lisent, de même qu'ils écoutent en fait leurs engagements avant de dire oui et de convoler un juste noce. Évidemment, pour les partenaires de Pacs, c'est la même chose. Il y a des conventions, des modèles de conventions de Pacs qui sont à disposition et que bien sûr, on peut modifier devant un notaire, devant un avocat. On peut même demander aux greffiers, aux officiers d'état civil de modifier la convention de Pacs. Dans ce type de document, il est possible évidemment de prévoir des dispositions. Même chose pour un testament. Trop peu de gens font des testaments. Or, c'est l'occasion de protéger convenablement ses enfants et de comprendre au moins quels sont les droits que nous offre le droit commun en matière de succession et lorsque survient un deuil. Donc, je milite pour des choses vraiment très bêtes, lire les documents qu'on a déjà à la maison. Et ce serait déjà une bonne chose. Maintenant, effectivement, vous me parlez des moments déclencheurs. On ne peut rien faire lorsqu'il s'agit d'un accident de la route. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une pathologie plus ou moins longue et dont l'issue est potentiellement défavorable. Je sais que c'est horriblement glauque et sordide et qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir un avocat ou un notaire, mais on peut aller voir le CDFF et en fait se renseigner et aussi auprès de juristes voilà, qui tiennent des permanences du droit en fait dans les mairies et demander quelles seraient les mesures à prendre pour pouvoir justement non pas se protéger, je n'aime pas cette expression parce qu'on a l'impression qu'on se protège contre son conjoint. Bien sûr que non, on ne se protège pas contre son conjoint. On se protège soit pour pouvoir faire face notamment aux frais d'obsèques. Je rencontre des personnes parce que le compte joint est bloqué, ne peuvent pas enterrer dignement leur conjoint et remettre plus tard le choix de la pierre tombale, etc. et choisissent un cercueil qui ne correspond pas à leurs attentes et surtout à l'attente du défunt. Enfin, franchement, ce sont des situations qui sont absolument horribles, autant pour les juristes et les psychologues que pour nous avocats. Donc, il y a effectivement des moments charnières. Les professionnels du droit, vraiment au sens le plus large, sont là pour accompagner les personnes endeuillées, les aider à prendre les meilleures dispositions possibles et les avocats en particulier ne sont pas là lorsqu'il y a des contentieux voilà, parce qu'on s'écharpe sur le droit des successions et qui veut la petite cuillère en argent et je ne sais trop quoi. Ça, ce sont vraiment des images d'Épinal. On est là pour accompagner les gens dans les moments les plus critiques de leur vie et on essaie de le faire avec cœur et en mettant le droit au cœur de nos actions aussi. Quelles sont les questions principales que se posent les femmes quand elles viennent vous voir lorsque survient le veuvage? Alors, elles se posent des questions, elles ne m'en posent pas. C'est moi qui détricote. Elles ne sont même pas en capacité d'identifier les points saillants. En fait, elles viennent sur recommandation parce qu'un tiers leur a dit « Écoute, tu ne peux pas rester dans cette situation, il faut absolument que tu vois un juriste, un avocat, etc. Prends rendez-vous. » Donc, elles arrivent déjà dans un état d'angoisse parce qu'avoir rendez-vous avec un avocat, c'est déjà un pied dans un contentieux ou un pied dans le monde judiciaire qui est extrêmement effrayant. Donc, notre premier rôle, c'est déjà de désamorcer cette anxiété et d'écouter que la parole se libère. Je n'empiète absolument pas sur les compétences et sur le terrain des psychologues, mais les personnes ont besoin aussi de livrer en vrac toute leur peur. Ce que vous décelez, c'est quoi? C'est des préoccupations. Ce que vous décelez, c'est des préoccupations de succession, de rémunération, d'organisation. Qu'est-ce qui survient? Alors, tout de suite, l'organisation, le quotidien. Comment va se passer le quotidien? Comment je vais pouvoir faire face à telle dépense? Ça, c'était pris en charge par mon conjoint. Comment je fais? Voilà, donc le quotidien d'abord. Ensuite, la précarité financière. Effectivement, lorsque c'est le conjoint qui est décédé,
qui subvenait aux besoins du ménage. Donc, ça s'appelle la contribution aux charges du mariage, techniquement. Comment je vais faire, comment je vais m'en sortir? Est-ce qu'il faut que je reprenne un travail? Mais je n'ai pas de formation, je n'ai pas les compétences, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, j'étais en train de m'occuper de mes enfants. Et puis, en fait, je suis aidant. J'avais un CDD, j'ai travaillé en intérim, j'avais un CDI et j'y ai mis fin parce que la pathologie de mon mari nécessitait des soins, etc. Donc, comment je vais reprendre un travail? Et du coup, je n'ai pas cotisé suffisamment pour ma retraite. Voilà. Tout un tas de questions qui viennent comme ça, complètement Oui, en flux. ça nous donne un bon aperçu. On va creuser un petit peu tout ça pendant ce webinaire, mais ça nous donne déjà un bon aperçu. Petrina Todorova, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, vous aussi, sur la façon dont on peut se protéger, comment on peut éviter les écueils au moment du décès du conjoint? Alors, ajouter, effectivement, à deux voix, on peut, à mon avis, vous apporter une réponse plutôt complète. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au mariage, on peut opter pour une donation entre conjoints, ce qui peut être pas mal parce qu'il y a plusieurs options. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je ne sais pas trop, aussi par rapport aux questions, évidemment, mais il y a plusieurs régimes possibles. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a des enfants, qu'ils soient communs ou non, hein, les situations vont différer. De toute façon, je vous inviterai toujours à contacter des professionnels du droit pour ce type de questions, quelqu'un qui vous accompagnera et qui répondra à la situation telle qu'elle est dans votre cas. Mais voilà, il y a plusieurs options. On peut laisser le conjoint survivant avoir, par exemple, un quart des biens en propriété et 3/4 en usufruit. Alors, ça ne va peut-être pas à tout le monde, mais c'est des possibilités en fait d'avoir un partage équitable de ce qu'on appellerait l'héritage et la réserve héréditaire des enfants et des descendants en ligne directe, mais aussi du conjoint survivant. Oui, parce que si on ne le prévoit pas, le conjoint survivant peut se retrouver complètement démuni, en fait. Alors, complètement démuni, oui, ça peut arriver malheureusement. Après, tout dépend aussi de l'âge des enfants, s'il y a des enfants communs. Tout dépend un petit peu de la situation mobilière et patrimoniale du couple et de la situation aussi par rapport à la relation. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont en concubinage? Est-ce qu'ils sont paxés? Tout à l'heure, c'est ce que j'indiquais aussi. S'il y a concubinage, il faut prendre en compte que juridiquement parlant, les conjoints, les partenaires, on va dire, sont complètement tiers et neutres l'un pour l'autre. C'est comme faire une donation à un ami ou à un proche. Donc finalement, les abattements fiscaux sont plutôt lourds et ça ne protège pas forcément. Pour ce qui est du Pacs, il y a aussi cette possibilité de faire des donations ou même un testament. Simplement, la formule, on va dire, la plus protectrice sera le mariage et d'autant plus renforcée par une donation entre couples. Après, on peut aussi prévoir des contrats d'assurance vie. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour protéger et ses descendants et son conjoint. Bon, très bien. Écoutez, c'est clair. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet discussion. Alors, si vous ne le trouvez pas, vous allez en bas de la fenêtre. Il y a 3 petits points avec le mot plus qui est écrit dessus. Et quand vous cliquez là-dedans, vous avez un lien pour ouvrir la fenêtre de discussion. Et donc, dans cette fenêtre de discussion, vous pouvez poser vos questions, dont Lorraine Gravelard fera une synthèse tout à l'heure, d'ici une bonne demi-heure maintenant. Essayons de voir maintenant la façon dont se font les interactions entre Dialogue et Solidarité et les CIDFF en région, donc les centres d'information sur le droit des femmes et des familles. Myriam Vaunier, donc on garde la même fenêtre parce que vous travaillez ensemble, mais on a l'impression que c'est la même personne qui va parler, mais pas du tout. Alors vous allez nous dire quelles sont les situations de femmes que vous avez rencontrées, vous. Alors, bon, la question, l'idée, ce n'est pas non plus d'être réductrice dans les réponses que je pourrais vous apporter. Ce que je dis à chacune des personnes que je rencontre dans le cadre des accompagnements, c'est déjà chaque histoire est différente. Mais effectivement, il y a une coloration genrée dans les situations qu'on peut rencontrer. Du côté des femmes, on constate que c'est plutôt la parole qui agit, c'est le retour vers le passé. On entend parfois des ronronnements, des ressassements positifs, parce qu'il faut aussi drainer toutes ces émotions douloureuses, tout ce passif conjugal. Et à contrario, du côté des hommes, c'est plutôt le silence, l'action et l'inscription dans une forme de présent qui prédomine. Et en réalité, il y a énormément de différences entre un accompagnement entre une personne, un homme qui a perdu sa partenaire de vie et une femme qui a perdu son partenaire de vie.
si on s'autorise une généralité de ces comportements. Dans ces situations-là, on constate que les femmes entretiennent plus leur réseau à l'extérieur, elles reçoivent plus de soutien social également, elles vont davantage consulter, elles demandent davantage. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les groupes de parole qui contiennent également une coloration genrée. Alors, il y a des hommes dans ces groupes de parole, mais effectivement, il y a bien souvent une majorité de femmes. Et pour quelles raisons? On l'a expliqué juste avant dans nos échanges, le veuvage touche davantage les femmes. Et en plus de ça, effectivement, c'est des femmes qui vont davantage demander de l'aide à l'extérieur, dont les associations. Elles vont également plus facilement montrer une forme de vulnérabilité d'elles. Elles sont souvent beaucoup plus expansives sur leurs émotions. Elles utilisent un mode de communication plus affectif. Elles utilisent moins l'alcool dans les tendances à risque que les hommes pour diminuer d'ailleurs les troubles anxieux associés à la perte. Et puis, elles sont moins bonnes aussi en résolution de problèmes dans le quotidien. Voilà les situations des femmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, on va se tourner vers quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, c'est Maëva Nettling, donc qui travaille au CIDFF, je vais arriver à le dire, d'Angers. Est-ce que vous avez, vous, des exemples pour illustrer un petit peu ces situations, ces particularités? Qu'est-ce que vous rencontrez, vous, à Angers? Oui, je rejoins ce que ma collègue Myriam a pu dire auparavant sur la répartition entre les hommes et les femmes qui viennent contacter l'association Dialogue et Solidarité en général. Sur mon territoire, dans le Maine-et-Loire, on va se rapprocher de cette généralité où en général, on va quand même avoir un groupe plutôt composé de femmes avec quelques hommes. Et souvent, c'est une question qui est posée au sein des groupes par les hommes. Pourquoi est-ce qu'on est moins nombreux? Alors, bien sûr, il y a la question du nombre de personnes en situation de veuvage, mais aussi le fait de pouvoir être plus rapidement en remobilisation, comme le disait Myriam, de pouvoir être en recherche d'expression, parce que c'est ce que les gens viennent particulièrement rechercher dans l'accompagnement qu'on propose à Dialogue et Solidarité, d'être écouté, d'échanger avec des personnes dans la même situation, de sortir de cet isolement, de dépasser le sentiment de solitude ou encore de pouvoir s'exprimer et pouvoir comprendre son vécu à travers ces échanges-là. Moi, des femmes, des exemples, notamment une que je peux amener aujourd'hui et qui va venir un peu faire le fil de conducteur avec d'autres échanges qu'on aura par la suite dans ce webinaire. C'est notamment le cas d'une femme d'une quarantaine d'années qui a été rencontrée lors d'un événement sur le territoire en juin sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc on voit cette mobilisation. C'est une femme qui venait d'arriver sur le territoire avec un déménagement particulièrement en lien avec sa situation de veuvage. L'envie de renouveau et peut-être aussi de couper certains liens, puisqu'on le sait, on verra, les liens familiaux et les liens sociaux sont remobilisés dans le cadre du deuil. Et cette femme, elle rencontre à l'occasion de cet événement, de manière un peu hasardeuse, une collègue à moi, donc Emmanuelle Ménard-Vivant, qui participe aussi à ce webinaire, qui représente le secteur emploi et l'insertion professionnelle que nous accompagnons pour les femmes au sein des CIDFF. Et c'est en échangeant que cette femme, elle commence un petit peu à d'abord présenter ses situations professionnelles, ses projets, et bien sûr, plus rapidement, elle peut réussir à exprimer ses émotions et son vécu actuel de deuil. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai des femmes qui arrivent sur l'antenne de Dialogue et Solidarité parce que par le réseau des partenaires, au sein des CDFF, mais aussi à l'extérieur, on peut faire des liens et vraiment être dans cet accompagnement pluridisciplinaire. Moi, je regarde la liste des participants. Là, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet discussion, mais il n'y a quasiment que des femmes. Alors, je vais porter juste la voix d'un homme, moi. J'entends dans ce que vous dites qu'en fait, les hommes sont beaucoup plus isolés finalement, puisqu'ils n'entretiennent pas ces liens sociaux comme le font les femmes. Mais bien sûr, là, on parle du veuvage des femmes, mais vous accueillez aussi des hommes dans les CIDFF. Quand on est un homme, on peut aussi aller vous voir, on est d'accord?
Que ça soit dans les CIDFF, alors ça va dépendre des secteurs d'activité des CIDFF. Sur l'information sur les droits, bien sûr, sont reçus des hommes, en tout cas nous sur notre territoire dans le Maine-et-Loire. Et bien sûr, à Dialogue et Solidarité, l'accueil, il est inconditionnel, qu'on soit un homme ou une femme. Mais la réalité fait que, plusieurs raisons, on a quand même une majorité de femmes qui viennent et sur nos permanences en rendez-vous individuel et qui participent aux divers groupes de parole sur le veuvage qu'on anime. Ah oui, puisqu'elles entretiennent le lien social. Donc, c'est elles qui viennent, oui, je comprends bien. Alors, je me retourne Elles sont plus nombreuses. Oui, et aussi. De toute façon, vous êtes majoritaire. Donc, voilà. Alors, Myriam Vaunier, je reviens vers vous parce que dans ces cas-là, comment ça marche la fabrication du lien entre Dialogue et Solidarité et les CIDFF? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'interaction? CIDFF, pour faire un brin d'historique, c'est aussi une fédération régionale et une fédération nationale qui a également un certain nombre d'antennes dans chacune des grandes villes en France. Donc, c'est une association féministe qui essaye d'accompagner de manière pluriprofessionnelle, pluridimensionnelle des femmes, des hommes, surtout des familles qui rencontrent des difficultés. Donc, quel lien peut-on faire avec Dialogue et Solidarité? Bien évidemment, il y a ce partenariat qui est tout aussi pertinent aussi dans sa construction. Dialogue et Solidarité, donc on accompagne des personnes qui ont perdu leur conjoint, mais en interne, dans chacune des antennes de Dialogue et Solidarité, il y a des référents, des intervenants qui sont présents sur le secteur. Donc, qui peut bénéficier, qui sont souvent d'ailleurs salariés des CIDFF, qui peuvent bénéficier de tous ces réseaux. Les CIDFF en France marchent par appel d'offres, par financeurs, par actions. On multiplie les actions sur différentes thématiques. Donc, l'intervenant dans l'association Dialogue et Solidarité, pour soutenir ces personnes-là, peuvent bénéficier de tous ces services en interne. Donc, ce partenariat a tout son sens. Dans la situation de Maïva juste avant, on entend une personne finalement qui se relance dans l'environnement professionnel. Et ça, c'est pas rien. Et en interne, au sein des CIDFF, on a des ressources d'accompagnement. Alors, c'est bien que vous parliez de l'univers professionnel parce que du coup, je vais me retourner à nouveau vers Maïva Mettling. Il y a des situations spécifiques et notamment la question de l'emploi, du retour à l'emploi, quand on a passé des années, parfois des dizaines d'années sans travailler. Et vous rencontrez des situations qui touchent à la question de l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu et comment vous conseillez ces femmes-là? Alors, en effet, le veuvage, la perte en tout cas d'un conjoint, elle va demander des réorganisations au quotidien et notamment, on le sait, ça peut entraîner une certaine précarisation. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, on va au moins avoir une réorganisation du rapport vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, c'est souvent un sujet qui peut venir dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose nous sur le deuil. Cette femme dont je vous parlais juste avant, par exemple, c'est cette situation de veuvage qui a fait relancer cette remobilisation pour la création d'une entreprise. Et donc, du coup, on a pu penser ensemble les implications psychiques. Moi, en tant que psychologue, et en lien avec son vécu émotionnel du deuil, quelles sont les articulations, quel sens ça vient prendre, est-ce qu'elle se sent prête ou pas, sa temporalité. Et puis, bien sûr, quand la personne, elle est prête, quand elle sent qu'elle a pu faire ce travail de réflexion, d'intériorisation de ce que ça signifie. On oriente en interne, par exemple, on peut proposer une rencontre avec une de nos conseillères en insertion professionnelle au sein des CIDFF qui viennent, elles, accompagner sur ces questions-là. Et je me permets juste, parce que vous parlez d'insertion socio-professionnelle, les liens avec les juristes, on a parlé un petit peu, Pétrina en a parlé, ils se font également. Une situation, par exemple, encore vendredi dernier, d'une femme que je rencontre, et puis à la fin de l'entretien, elle me dit, je l'appelle par son nom de famille, elle me dit, oh,
c'est mon nom de jeune fille, mais qu'est-ce que j'aurais aimé porter le nom de mon conjoint? Et donc, je la questionne, je lui dis, ah, vous auriez aimé, et qu'est-ce que ça aurait signifié pour vous? Et elle me dit, on avait pratiquement tout prévu, on avait déposé les dossiers pour le mariage en mairie, son décès est arrivé juste avant la publication des bans. Et moi, là, en tant que salarié du CIDFF, je fais des liens et je me dis, peut-être il est possible de proposer à cette femme la question du mariage posthume. Et donc, du coup, je propose à cette femme, sans moi lui en parler, parce que je ne fais pas de travail de juriste, qu'elle puisse rencontrer une de mes collègues, parce qu'éventuellement, il se peut qu'elle puisse porter le nom de son conjoint, même après son décès. Donc, il y a vraiment des liens entre l'accompagnement, l'écoute qu'on va donner et toute cette pluridisciplinarité au sein des CIDFF. C'est très émouvant, la question du mariage posthume. Il y a très peu de gens qui savent que ça existe. Ça prend du temps. Il faut l'autorisation du président de la République lui-même pour Oui. que ça puisse se faire. Et ça dit beaucoup. Bien sûr, il y a peut-être des questions d'héritage, mais il y a aussi des questions d'amour et de vie commune et de temps partagé ensemble. Et vous l'avez très bien exprimé. Merci. Vous avez dit que vous travailliez avec une de vos collègues qui est conseillère en insertion. Et ben donc, on va aller lui poser une question parce qu'elle est avec nous. C'est Emmanuelle Ménard-Vigneron. Vous allez nous dire, Emmanuelle, comment se déroule votre accompagnement en tant que conseillère en insertion au CIDFF? Alors, bonjour, merci en tout cas pour cette invitation. Effectivement, les CIDFF, Myriam a pu déjà le dire, hein, on dépend d'une fédération nationale, on fonctionne en région, puis en département. Et globalement, on va dire que les 2/3 des CIDFF en France ont des services emploi. Malgré tout, en fonction de nos territoires, on ne va pas forcément faire les mêmes actions, mais en tout cas, ce qu'on va avoir de commun dans les services emploi, c'est des modalités d'accompagnement individualisé ou d'accompagnement collectif. Donc, concernant l'accompagnement individualisé, c'est typiquement des personnes que l'on peut rencontrer qui vont venir d'elles-mêmes, qui vont être orientées par des partenaires sociaux, des partenaires de l'emploi, ou qui vont être orientées en interne par nos collègues, par Maëva sur les dispositifs qu'elle porte, par les collègues juristes sur les dispositifs qu'elle porte également. Et donc, l'intérêt de l'accompagnement individualisé au CIDFF de Maine-et-Loire, en tout cas, c'est que nous n'allons accompagner que des femmes âgées de plus de 26 ans. C'est-à-dire qu'on a aussi ce positionnement en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles et au niveau des services emploi, au regard aussi des inégalités qui existent dans l'insertion vers l'emploi des femmes. Donc, on a un premier entretien souvent diagnostique pour faire le point sur la situation de la personne et en fonction des freins que nous allons identifier, nous allons apporter l'accompagnement adapté et de la même manière que le font nos collègues, potentiellement on va réorienter vers les collègues juristes, vers les collègues psychologues par exemple. Donc au niveau de l'accompagnement individuel, on va parler d'accompagnement global. Et puis après, en fonction des territoires, vous allez aussi avoir des actions collectives qui vont porter sur la thématique de la confiance en soi, qui vont porter sur la conciliation des temps de vie, j'en reparlerai tout à l'heure, qui vont porter sur la remobilisation. Vous avez parlé tout à l'heure, Frédéric, de femmes qui peut-être n'ont pas travaillé depuis longtemps. C'est le cas, nous nous retrouvons face à des situations où des femmes sont très proches de l'emploi peut-être, ou au contraire vont être très éloignées par des histoires de vie également. Et donc, nous, l'objectif du CIDFF, c'est bien de travailler sur ces freins, de les lever de manière spécifique. Donc, les accompagnements, ils vont durer plus ou moins longtemps. Et puis, d'apporter en tout cas aux personnes qui viennent à notre rencontre, je vais dire, toutes les compétences qu'un centre d'information peut mettre à la disposition du public, tant au niveau juridique, psychologique que de l'emploi. Et c'est vraiment, je pense, ce qui va faire la force aussi de l'association. Mais donc, vous êtes bien, on le rappelle, un centre d'information. Vous n'allez pas jusqu'à chercher une offre d'emploi pour la personne qui vient en chercher. Si? C'est intéressant votre question parce que très souvent, mais je pense comme d'autres professionnels de l'emploi dans d'autres associations, mais j'ai envie de vous dire même à Pôle emploi, où les gens, quand ils viennent, ils vont dire à la personne qu'ils ont en face, vous allez me trouver du travail. Alors non, nous allons vous accompagner à trouver du travail. Il ne faut pas oublier que l'objectif des CIDFF à l'endroit des femmes, c'est qu'elles soient autonomes.
autonome au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau juridique. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est bien l'autonomie des femmes et œuvrer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, Maëva, avec qui vous travaillez, a dit tout à l'heure, il y a des femmes qui sont prêtes tout de suite, d'autres qui vont attendre très longtemps avant de retrouver un emploi. Vous êtes conseillère en insertion. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que les femmes qui deviennent veuves, je ne sais pas si on peut faire une généralité, mais est-ce qu'elles retrouvent plutôt vite du travail ou ça prend plutôt très longtemps? Je sais qu'il y a toujours des cas particuliers, mais de façon générale. Comme vous le dites très bien, on va pas faire effectivement de généralité. Si on prend la situation énoncée précédemment, je m'en souviens très bien de cette femme. Je l'ai rencontrée en octobre 2021 à l'occasion d'un événement auprès d'un de nos partenaires qui est sur l'entrepreneuriat au féminin. Et bizarrement, je l'ai revue cette semaine sortir du CIDFF, pour tout vous dire. Et effectivement, on voit pour cette femme qu'un projet de création d'entreprise, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin de temps, il y a un certain nombre d'éléments à travailler. Et la typologie, j'ai envie de vous dire, dans le cas du veuvage, ça va aussi dépendre si la femme, elle était en emploi au moment de la perte du conjoint déjà, ou au contraire, comme vous avez pu l'expliquer à un certain nombre de reprises, que peut-être c'était le conjoint qui travaillait et non pas l'épouse, ou en tout cas la conjointe. Et effectivement, dans ces situations-là, c'est comme dans le cas d'une séparation, j'ai envie de vous dire, qui arrive après de nombreuses années de vie commune où la femme, parce que le conjoint avait consacré par exemple du temps à sa vie professionnelle et elle avait laissé de côté sa vie professionnelle, là ça va être beaucoup plus long dans ces cas-là, parce que ça veut dire se poser la question de quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux mettre dans l'emploi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans l'emploi, quel projet professionnel je peux avoir. Donc, la question de la temporalité dans les CIDFF, c'est vraiment un sujet. Les accompagnements emploi, ils peuvent être très courts, c'est-à-dire que 2 mois, 3 mois. Ils peuvent durer jusqu'à 2 ans. Et on sent bien qu'il y a aussi, et on l'a dit tout à l'heure, il y a la question de la confiance en soi qui est essentielle, parce que le moment du veuvage est évidemment un moment très déstabilisant, et donc si en plus il faut aller chercher du travail, ça doit être assez compliqué. On entend très bien dans les exemples que vous citez l'importance de votre présence régionale. Et du coup, je voudrais me tourner vers Lorraine Gravelard, responsable de l'association Dialogue et Solidarité, parce que c'est votre spécificité, c'est de déployer votre action au cœur des territoires avec des partenariats locaux. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et comment est-ce que ça fonctionne, le fait de nouer des liens au niveau d'un territoire? Merci. Alors, c'est vrai que 80 ou 90% des personnes endeuillées nous disent qu'elles sont dans des situations d'isolement, qu'elles se sentent seules. Et du coup, l'objectif de dialogue, ça a été très vite d'aller au plus près des bénéficiaires et d'être en proximité pour créer du lien social et pour pouvoir les accompagner vraiment en présentiel. Alors, ça nous a permis de développer aujourd'hui 16 lieux d'accueil, bientôt 17. On annoncera prochainement l'ouverture d'un nouveau lieu. À quel endroit, Lorraine? Je ne le dirai pas tout de suite, mais en nous suivant sur les réseaux, vous allez le voir. On va l'annoncer à une conférence à Marseille la semaine prochaine. Bon, c'est dans le sud alors. Ah, peut-être bien. Donc du coup, oui, je disais, on a 16 lieux d'accueil, bientôt 17, qui nous permettent d'être en proximité et de faire du lien social entre les bénéficiaires. Même si on déploie aussi de l'accompagnement visio, puisque l'idée, c'est vraiment de répondre à toute personne qu'on aurait besoin. Et puis également, la chance qu'on peut avoir en travaillant avec les CIDFF, c'est de pouvoir bénéficier, ou que nos bénéficiaires puissent avoir justement ce tissu de partenaires au niveau local et de pouvoir répondre vraiment en proximité à leurs besoins. Voilà, avec les acteurs locaux sur les territoires. D'accord. Merci Lorraine, merci pour toutes ces infos à vous toutes. On n'a pas fini le webinaire, hein, mais j'invite à nouveau les participants et les participantes à poser leurs questions dans l'onglet discussion que vous trouvez sous les 3 petits points du bouton plus en bas à droite de votre fenêtre. Voilà, vous pouvez poser vos questions et on va y répondre tout à l'heure. Essayons maintenant d'aborder différents cas particuliers qui sont forcément très nombreux, donc on ne va pas voir tous les cas particuliers qui existent, mais Petrina Todorova, on en a déjà parlé. Des couples mariés, pacsés, en union libre. On a déjà dit que ça changeait des choses. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que ça change principalement? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête?
Alors, je vais essayer de faire ça de manière simple parce que finalement, ça peut être une épreuve de 3 heures en Master 2, hein, ce type de questions. Je pense que Maître Andrés est d'accord avec moi, mais effectivement, c'est très large comme question. Simplement, oui, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, hein. Oui, ça change des choses. Premièrement, il faut comprendre que quand une personne décède, et je vais aller très rapidement sur ça, mais la succession, c'est quelque chose de particulier. C'est un petit peu comme liquider un régime matrimonial quand on divorce. Il faut faire le compte de ce qu'il y a et il faut le départager entre les personnes qui doivent hériter de manière directe, donc souvent les descendants directs, les enfants, mais aussi les conjoints, les concubins ou les tiers à qui on peut faire des donations ou des legs. Pour faire un schéma très rapide, je n'ai pas de quoi dessiner et je ne dessine pas très bien. J'aurais pu vous faire un très joli camembert. Finalement, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui est la part qu'on ne peut pas toucher dans la succession, qui revient de manière obligatoire aux descendants. On ne peut pas déshériter ses enfants en France. On prend par exemple des cas très particuliers, hein, comme de l'indignité successorale. C'est pour faire très rapide, lorsque l'héritier est soit responsable de la mort du parent, soit a tenté de mettre fin au jour du parent. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de succession possible. Dans les autres cas, on ne déshérite pas ses enfants. Donc il y a une part qui est bloquée, qu'on appelle la réserve héréditaire. À côté de cette réserve héréditaire qui revient directement aux héritiers, vous avez la quotité disponible, soit ordinaire, soit spéciale. La quotité disponible ordinaire, vous comme moi, n'importe quelle personne qui prévoit sa fin de vie peut en faire ce qu'elle veut. La part qu'il reste, la petite part qu'il reste une fois qu'on a donné à chacun des héritiers, on peut en faire ce qu'on veut. Donc donner, faire du mécénat, faire des dons à des tiers, des proches. Simplement, comme je disais tout à l'heure, fiscalement, ce n'est pas forcément toujours avantageux. Mais, et la quotité disponible spéciale, elle, pour le coup, reviendrait au conjoint survivant lorsqu'il y a mariage et qu'on fait une donation au dernier vivant, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, ça change des choses. Par exemple, sans testament, il n'y a que les époux ou épouses qui ont directement un droit de succession. Dans le cas du concubinage, il n'y en a aucun. Il faut absolument un testament. Et comme je le disais, c'est 60% de taxation au niveau fiscal. Mais pour ce qui est des partenaires de Pacs, ils sont exonérés, mais il faut quand même un testament parce qu'il n'y a pas de lien juridique comme le mariage le crée. Après, du côté des choses qu'il faudrait prendre en compte, c'est aussi la possibilité, par exemple, de mettre comme bénéficiaire de son assurance vie son concubin, ce qui pourrait permettre un petit peu de passer outre ce manque de lien juridique dans le concubinage. Et surtout, prendre en compte voilà, s'il y a des descendants communs ou non, parce que c'est quand il y a des enfants qui sont d'une précédente union du défunt, forcément, il faut veiller à ce que l'enfant de la première union ne soit pas déshérité ou du moins défavorisé. Et inversement, il faut faire attention à ce qu'il ne puisse pas bloquer l'héritage de son beau-père ou sa belle-mère dans les cas de famille recomposée. Pour ce qui est, par exemple, je vais donner un exemple un peu plus concret. Maître Andrés, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voulais renchérir sur tout ce que vous expliquez de manière extrêmement pédagogique et je vous en remercie. Comme l'auront compris voilà, les personnes qui nous écoutent, toutes ces mesures sont prises en amont du décès. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit après. Donc, il est important, vous le disiez tout à l'heure, Frédéric, lorsqu'il s'agit d'une longue maladie, de prendre directement attache avec des juristes, des associations ou des professionnels du droit pour mettre en œuvre toutes ces dispositions dont Pétrina a parfaitement parlé. C'était limpide et voilà, je la remercie pour ça. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, je peux te donner un petit exemple concret. Par exemple, le logement familial, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que finalement, quand ça survient après une longue maladie, effectivement, et je vous invite à le faire, prendre des dispositions. Et parfois, voilà, accident de la route, accident de la vie qui fait qu'on ne se doute pas que ça risque d'arriver, malheureusement. Et on se retrouve dans des situations où effectivement, il y a la précarité, il y a les histoires avec les comptes qui peuvent être bloqués le temps d'eux. Et ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Toutefois, le logement, on se pose peut-être aussi la question, et c'est important, lorsqu'on a un logement en location et qu'on est deux co-titulaires de bail, ce n'est pas très compliqué. Celui qui reste peut demander à garder le bail dans sa totalité. C'est un petit peu comme une séparation. On se sépare, l'un des deux peut garder le logement.
Par contre, quand c'est des logements en propriété, donc soit propriété du défunt seul, eh ben, c'est toujours un peu plus compliqué parce que lorsqu'on est marié, on peut garder le logement, mais comme je le disais tout à l'heure, et je ne rentrerai pas forcément dans les détails, on verra plus avec les questions peut-être pour ne pas vous perdre, mais on peut choisir plusieurs options pour garder quand même un droit sur le logement tout en ne dépassant pas sur la réserve des héritiers. Mais quand on n'est pas marié, bah, c'est forcément plus compliqué. Si par exemple on est en concubinage ou en PACS et que notre conjoint, notre partenaire décède, mais que lui est en propriété seul, et bah, parfois on n'a pas de droit au logement, ou alors il faut que le conjoint ait pris une disposition pour ça. Et parfois, il n'est pas propriétaire seul, parfois il est en indivision avec des frères et sœurs s'ils ont hérité ensemble d'un parent. Parfois, il peut être aussi en indivision directement avec ses enfants, si dans des cas de SCI, dans des cas de biens immobiliers qu'on peut avoir ensemble dans la famille. Donc, parfois, il faut prévoir en amont, protéger son conjoint en amont, surtout s'il y a des enfants de précédente union, parce que l'éviction du conjoint survivant, malheureusement, arrive parfois lorsqu'il y a de mauvaises ententes entre les personnes qui survivent au défunt. Voilà. Merci pour ces précisions. Myriam Vouni, vous êtes juste à côté, donc on reste là aussi avec ce même écran. Dialogue et Solidarité accompagne 30% de femmes qui ont des enfants à charge. Quelle particularité y a-t-il lorsque survient ce qu'on a appelé tout au début de ce webinaire un veuvage précoce? Eh bien, un impact sur toutes les sphères de la vie parce que eh bien, le deuil du conjoint, c'est un deuil bien spécifique. En réalité, on fait tout, pratiquement tout avec son partenaire de vie, qu'on soit marié ou non avec lui. Donc, c'est toute une systémie du quotidien à retravailler. Les particularités, bien sûr, et on essaye de les prendre en compte au maximum au sein de l'association. D'ailleurs, un certain nombre d'antennes de dialogue et solidarité s'autorisent une flexibilité dans les horaires des groupes de parole. Un certain nombre de groupes de parole ont lieu les week-ends, en soirée, pour permettre à ces personnes en situation de veuvage précoce d'accéder aux mêmes services que d'autres personnes dans la même situation. Donc, il faut s'autoriser une adaptation parce que c'est aussi des difficultés dans toutes les sphères de la vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye d'insuffler, un rythme respectueux. On est dans une société, il faut le rappeler, je pense, aujourd'hui, où le deuil est un sujet encore assez pudique, encore assez tabou. On est dans une société où quand on ne va pas forcément très bien, quand on ne va pas bien, il faut le dire aussi, eh bien, on va vite nous tapoter l'épaule et nous dire qu'il faut aller mieux ou que ça fait un moment, il faut rebondir. Dans une question de veuvage et certainement plus, ou en tout cas tout autant, dans la situation de veuvage précoce, eh bien, il y a une adaptation du temps à prendre en compte et c'est ce qu'on essaie d'insuffler en tant que référent des antennes, respecter, s'autoriser ce temps-là. Donc, c'est certainement ça, à cet endroit-là, que j'apprécierais signifier cette particularité. On essaie d'insuffler un rythme plus respectueux pour ces personnes. Parce que quand le conjoint masculin décède et qu'il y a des enfants, eh bien, la famille devient ce qu'on appelle une famille monoparentale. Qu'est-ce que ça implique comme spécificité d'avoir une famille monoparentale? Qu'est-ce que ça change au quotidien? J'imagine l'organisation, mais les enjeux financiers aussi. Enfin, il y a énormément d'implications derrière. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe? Du moment où on est dans une situation de veuvage précoce, d'ailleurs, Maïva Nitting peut répondre sur ce sujet-là, il y a un sentiment d'injustice qui est beaucoup plus présent. Comment on peut s'y faire de perdre son compagnon, son concubin, son conjoint aussi rapidement alors qu'il y avait encore des très belles années qui nous attendaient. Donc, la particularité, c'est certainement ce sentiment d'injustice. On vous entend. Oui, j'entends quelqu'un qui essaye de parler. Je crois avoir entendu aussi, mais pour l'instant, c'est vous qui avez la parole. D'accord.
Alors moi, j'ai reçu une question justement sur les familles monoparentales dans le chat. Vraiment, comment on fait pour s'occuper de soi et de son enfant en plus dans cette situation? Quels sont les impacts concrets en fait dans l'organisation de la famille et qu'est-ce qui se passe dans les familles? Je me suis permis, Frédéric. C'est sûr. Il y a cette injustice qui est très importante et en plus de ça, il y a une forme de double peine. Nous, on essaye d'insuffler le respect de ces rythmes, du prendre soin. Et pour ces personnes-là qui ont bien souvent des enfants à charge, eh bien, le quotidien ne leur permet pas ce temps-là. Donc, il y a cette injonction au quotidien qui est très compliquée. C'est un tissage. C'est un tissage au quotidien à s'autoriser. Chaque situation est différente et surtout, ces personnes-là, elles font ce qu'elles peuvent. Donc, on est aussi dans une ère où le prendre soin est mis en avant. On essaye de l'insuffler, mais à voir aussi ce qu'elles peuvent s'autoriser au quotidien. L'idée, ce n'est pas de s'autoriser, c'est pas de s'inscrire à toutes les activités de badminton dans leur ville, mais peut-être tout simplement faire un bon plat ou un bon bain chaud en fin de journée, s'autoriser ces temps-là, malgré que l'adversité de la vie ne les a pas épargnés. On va poser… oui, Petrina, vous voulez intervenir? J'aimerais juste ajouter un petit point tant qu'on parle des enfants. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais c'est important même à mon avis, et ça rejoindra ce que Myriam disait. Il faut prendre aussi en compte que c'est des personnes qui, contrairement à un cas de séparation, se retrouvent avec 100% de l'autorité parentale. C'est à elles de prendre 100% des décisions. Je reste sur le juridique, mais ça a un impact psychologique et ça a une charge mentale particulière parce que quand on est séparé, même si l'entente parfois n'est pas très bonne dans la séparation ou que l'autre parent disparaît un peu du radar, on a quand même cette conjointure de l'autorité parentale. On est deux parents, deux à prendre des décisions. Là, pour le coup, ça repose entièrement, c'est une famille monoparentale très particulière parce que la mère est la seule, la mère ou la personne qui survit, finalement, est la seule à devoir prendre des décisions qui parfois sont lourdes de sens aussi. Alors, Maëva Nettling, vous êtes chez Dialogue et Solidarité à Angers, vous êtes psychologue aussi, et donc je veux bien que vous nous donniez votre lecture à vous de cette famille qui devient monoparentale, des spécificités que ça implique, et puis des situations que vous avez pu rencontrer au regard de cette situation-là. Oui, je vais peut-être pas reprendre ce qui a déjà été dit, qui est aussi pertinent, mais peut-être axé sur cette question de la monoparentalité. En effet, on l'a dit, le deuil du conjoint, c'est avant tout, notamment quand c'est un deuil précoce, le veuvage précoce est un bouleversement qui est conjugal, qui est familial et qui est matériel. Et l'équilibre de vie qui a été construit à deux, bien sûr, il est complètement déstructuré. On est en perte de repères. Et ce qui va être le plus prégnant dans cette perte de repères, c'est la parentalité. C'est une demande qui prend beaucoup de place chez les veuves que moi je peux recevoir et qui ont encore des enfants à charge. C'est celui de se demander justement comment est-ce que moi je peux porter ma situation de deuil, de veuvage, alors que ce qui prend le plus de place pour moi, c'est la souffrance de mes enfants qui eux aussi sont en deuil et qui eux accèdent à ce statut d'orphelin. Comment moi je les accompagne là-dedans. La société, elle va aussi venir appuyer un peu ce phénomène parce que le veuvage souvent va passer au second plan et elles vont avant tout, ces femmes, être considérées en situation de monoparentalité. Quand j'ai des échanges avec des partenaires, notamment par exemple de la CAF, souvent on me dit ah, mais moi j'ai peu de veuvage précoce et quand je discute, mais vous avez des femmes en situation de monoparentalité, est-ce que quelquefois vous faites le lien sur pourquoi est-ce que cette personne est en situation de monoparentalité? Et c'est vrai que c'est des questions qui se posent beaucoup moins. Une veuve qui a des enfants à charge, elle devient famille monoparentale avant d'être veuve. C'est-à-dire qu'on croit de façon plus générale qu'une famille, une famille monoparentale, une femme qui élève seule ses enfants, c'est parce que le mari est parti, parce qu'il a quitté le foyer. Et en fait, oui, c'est ça, ça peut être l'issue d'un décès, bien sûr. C'est ça. C'est fréquent ou pas? C'est fréquent ou pas qu'une famille devienne monoparentale parce que le mari est décédé? En tout cas, on sait aujourd'hui que 800 000 enfants vivent dans une famille monoparentale suite au décès d'un parent. Oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est fréquent en réalité. Merci. Oui.
Et juste pour terminer, nous, ce qu'on va faire dans l'accompagnement à dialogue et solidarité, et Myriam en a un peu parlé quand elle parle de la question de la temporalité, moi, ça va être aussi vraiment de placer ces femmes qui sont vraiment dans une démarche un peu de Wonder Woman, qui doivent tout gérer, qui sont dans la mobilisation, qui vont être qui vont se surresponsabiliser par rapport au bien-être de tout leur entourage qui sont aussi, eux, endeuillés. C'est de leur dire que cet espace-là, ce qui se vit en collectif à travers les groupes de parole ou en individuel, c'est aussi un espace pour eux, pour s'exprimer, pour vivre son deuil. Et ça, c'est important. Un moment à soi. Voilà. Moi, j'ai une femme que j'accompagnais. Elle disait, et ça me fait penser à ce que Myriam disait, elle, son moment à soi, c'est pas de prendre un bain, mais c'était de venir au groupe de parole une fois par mois. C'était son espace pour pouvoir penser juste à elle et à son deuil. Et en dehors, elle était préoccupée par toute l'organisation, par la souffrance des autres, par les questions matérielles, financières. Mais ce moment de groupe de parole, c'était son temps pour elle. Emmanuelle Ménard-Vigneron, je rappelle que vous êtes conseillère en insertion au CIDFF du Maine-et-Loire à Angers. Et donc l'insertion, le retour à l'emploi, c'est un autre cas particulier. Comment est-ce que vous apportez votre accompagnement? Quels sont les cas spécifiques? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous comme retour d'expérience en la matière? Alors, c'est vrai que comme ça l'a été dit précédemment, on va avoir tendance à faire l'amalgame finalement lorsqu'une personne arrive, qu'elle dit qu'elle est seule avec des enfants, en parlant de famille en situation de monoparentalité. Si on reprend juste la question de la monoparentalité, c'est une situation budgétaire, éducative et affective du parent qui assume seul la charge d'un ou plusieurs enfants. Ça peut arriver dans le cas de séparation et on vient moins creuser cette question-là lorsqu'il est question de veuvage. Et je pense que dans les CIDFF d'ailleurs et dans les services emploi peut-être où un espace dialogue et solidarité est présent, on va peut-être avoir plus ce réflexe parce qu'on sait que dans le bureau d'à côté, finalement, il y a de l'accompagnement qui est lié au deuil et de l'écoute. Dans le cadre de l'emploi, les conséquences, elles sont effectivement multiples puisqu'à la suite d'un veuvage, il va y avoir une instabilité qui se crée, ça a déjà été dit, et très souvent une précarisation budgétaire et financière qui va être fortement présente pour des raisons différentes et d'ailleurs pour des raisons juridiques qui ont été énoncées précédemment. Moi, je vais retenir la question du compte joint et du compte individuel quand même, parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. La vulnérabilité des familles, elle passe aussi par la complication de l'organisation qui se crée au moment du veuvage, puisqu'effectivement, si on portait à deux, on ne porte plus que seul, et forcément, la charge parentale, elle va être différente. Donc, pour ces femmes, il y a souvent de l'épuisement, de l'isolement, et qu'elles ne vont pas forcément verbaliser d'ailleurs par rapport au veuvage, mais tout simplement par le fait d'être seules avec leurs enfants. Nous, ce que l'on va faire au niveau de l'emploi, au-delà de l'accompagnement individuel, il va y avoir aussi la mise en place d'ateliers collectifs qui peuvent être communs aux personnes endeuillées par la perte d'un conjoint et aux autres femmes que nous accompagnons, mais en tout cas qui vont rencontrer des difficultés communes. Ces ateliers, ils vont porter sur la parentalité, sur les rôles parentaux, effectivement aussi sur la question de la culpabilisation, ou en tout cas plutôt de la déculpabilisation de ne pas pouvoir tout assumer. Je vois Maëva qui sourit parce que ça, ces ateliers, on les fait à destination de toutes les femmes. Et à mon sens, les femmes qui ont perdu un conjoint, il faut aussi qu'elles puissent participer à ce type d'atelier. On va travailler sur des ateliers autour de la confiance en soi et de l'estime de soi. Elles vont pouvoir intégrer des actions collectives où on peut aussi travailler ces sujets-là à travers le sport et l'activité physique, par exemple. On va parler de conciliation des temps. On en parle assez rarement. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes, mais finalement, on parle assez peu de se dire comment je concilie ma vie personnelle et ma vie professionnelle et comment j'arrive aussi à me détacher de certaines injonctions et de certains rôles qui peuvent m'être imposés par la société. La question de l'adaptation du temps de travail est aussi un sujet, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure elles n'ont peut-être pas travaillé depuis un certain nombre d'années,
ou au contraire, elles travaillaient à temps plein? Est-ce qu'elles peuvent s'autoriser? Est-ce que la situation budgétaire leur permet de s'autoriser à prendre un temps partiel à un certain moment de la vie aussi, en fonction de l'âge des enfants et des responsabilités qui sont les leurs? Et puis enfin, un sujet aussi autour de l'aidance, parce que au-delà de la question de la perte du conjoint, il peut y avoir aussi des questions d'aidance à l'endroit, pas seulement de parents, mais à l'endroit d'enfants. On oublie souvent que les femmes aussi, elles peuvent avoir la charge d'un enfant qui va avoir des troubles autistiques ou qui va être dyslexique. Elles vont devoir gérer les rendez-vous orthophonistes, médicaux. Et ça se rajoute encore au reste et à la situation qu'elles vivent. Donc effectivement, l'importance dans nos accompagnements, c'est bien de prendre en compte une situation globale, générale de la personne et aussi d'être en capacité de l'orienter vers d'autres professionnels qui vont être soutiens. Moi, ce que je trouve très, très important, et encore plus depuis 2021 que nous avons le poste de psychologue au CIDFF, c'est vraiment la pluridisciplinarité de l'équipe et des accompagnements qui sont des co-accompagnements. C'est-à-dire que les femmes, elles peuvent rencontrer quelqu'un sur le secteur emploi, quelqu'un sur le secteur juridique, une psychologue, mais aussi des partenaires extérieurs qui vont favoriser la levée des freins liées à la situation personnelle de ces femmes. Vous avez parlé de ce qui était important dans l'accompagnement. J'ai envie de faire un raccourci en disant d'où l'importance de l'accompagnement en tant que tel. Il est essentiel, on l'entend avec tous les exemples que vous citez, d'être accompagné. Et du coup, je vais passer la parole à Emmanuel Andrès parce que vous portez un plaidoyer. C'est celui d'être optimiste après le veuvage. Et on voit là qu'il y a plein de solutions disponibles, il y a plein de choses à faire, il faut juste trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider à tirer les bons fils. Mais donc, on a moyen d'être optimiste après le veuvage. Et votre plaidoyer, c'est celui de l'épanouissement des femmes. Allez-y, vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez nous dire sur l'épanouissement des femmes. Je vous remercie, Frédéric. Alors, je vais commencer par une anecdote qui m'est revenue tout récemment en préparant ce webinaire. Je pense que la situation la plus critique à laquelle j'ai été confrontée en termes de deuil et de veuvage a été celle d'un confrère. J'étais collaboratrice à l'époque et un matin, j'arrive au cabinet et nous apprenons le décès de l'épouse de l'associé du cabinet. Je dis de l'associé, il était le seul homme. Nous n'étions que des femmes associées aux collaboratrices, secrétariat, etc. S'est mis en place une solidarité. On s'est dispatché les audiences, on s'est dispatché les dossiers. On l'a complètement délesté et la situation a perduré comme ça quelques semaines jusqu'à ce que se pose la question du devenir du cabinet et de son activité, de sa place au sein du cabinet, puisqu'effectivement, il n'était pas possible structurellement de dispatcher tout son travail. Et en fait, ce confrère a plongé dans l'alcoolisme, en fait. Il avait 3 enfants à charge, dont un qui était handicapé. Et c'était son épouse, en fait, qui était le pilier de la famille et qui avait pris des dispositions. Elle était cadre dirigeant dans une grande entreprise et elle avait, je pense à Petrina, qui l'a très bien expliqué, pris absolument toutes les dispositions qui étaient à sa disposition désolée pour la redite, pour protéger son conjoint et leurs enfants. Le problème, c'est que notre confrère n'a absolument pas fait face. Il a complètement sombré. Voilà. Ce qui me rend extrêmement optimiste, c'est que je pense rencontrer beaucoup plus de situations de deuil que je ne l'aurais imaginé en faisant ce métier, puisque ce n'est absolument pas ma niche, voilà. Mais des situations de deuil interviennent extrêmement fréquemment. C'est la seule situation qui s'est extrêmement mal terminée et mal déroulée. Pour tout le reste, je vois des femmes... c'est cliché, mais j'emploie ce mot à dessein parce que je fais aussi du droit d'asile et le résilience de Boris Cyrulnik, c'est extrêmement cher à mon cœur, donc je l'emploie à dessein. Des femmes, des clientes qui forcent mon respect, qui forcent mon admiration parce que
elles dépassent leur propre souffrance. On a bien entendu la psychologue parler du soin de soi qu'on doit prendre. Mais à un moment, elles n'ont pas le choix, elles doivent prendre en main leur souffrance, la souffrance de leurs enfants, avancer, prendre des dispositions, les obsèques et continuer à s'occuper des devoirs et voilà, continuer leur carrière professionnelle, etc. Et j'ai confiance et je suis optimiste parce que j'ai toujours... avant de devenir avocat, voilà, travailler bénévolement au sein du milieu associatif. Et je conçois mon métier vraiment dans l'interdisciplinarité. Et c'est ce que vous faites aussi à CIDFF et je vous en remercie, c'est-à-dire qu'on est tous interdépendants des uns des autres et on doit se renvoyer les dossiers et les clients qui sont au cœur de ces dossiers pour leur permettre d'accéder à des ressources. Donc moi, bien évidemment, une personne en souffrance, j'essaie de l'orienter vers des psychologues. Voilà, tout un tas effectivement de groupes de parole, le retour à l'emploi, l'insertion professionnelle, en tenant compte du rythme. On a beaucoup parlé du rythme, c'est hyper important de respecter le rythme de chacun. Myriam, je crois, a parlé de cette injonction à aller mieux. J'ai une amie qui a perdu sa fille d'un cancer, une petite fille de 7 ans à l'automne. On attend d'elle qu'elle ait repris le travail, qu'elle s'occupe des 2 cadets hyper bien et qu'elle soit toujours souriante parce qu'on l'a connue comme ça et elle a des moments de désarroi et de désespoir qui sont insondables. Et pour autant, elle fait face. Elle fait face parce qu'il y a une palette d'outils, des personnes extrêmement dévouées. J'ai entendu, et ça fait hyper chaud au cœur, et je n'en attendais pas moins des interlocutrices qui sont autour de Lorraine, énormément d'engagement, une implication, un respect de la douleur, un respect de la souffrance et une volonté d'aider coûte que coûte sur les différents aspects et d'orienter. Voilà, qui vers la psychologue, qui vers la conseillère en réinsertion professionnelle, qui vers le juriste, parce que ces femmes ont besoin d'un accompagnement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et clôturer mon propos qui a été beaucoup trop loin, je m'en excuse. Oui, peut-être que nous avons cette faculté, nous les femmes, à nous faire aider plus facilement, à être moins mutiques et à demander de l'aide. Et du coup, peut-être pas demander de l'aide, mais faire état de notre tristesse, de notre souffrance, de nos difficultés et que des amis, IS ou IES, nous parlent de ressources dont elles ont entendu parler. Et j'espère qu'à travers ce webinaire, effectivement, les personnes présentes, ça permettra d'aider des personnes qui sont malheureusement frappées par la douleur. Merci Emmanuelle Andrés. Avant d'aller voir les questions qui ont été posées dans le chat, je voudrais poser une dernière question à Myriam Vounier et Maëva Nettling sur voilà, les bénéfices qu'apporte l'accompagnement complémentaire entre Dialogue et Solidarité et les CIDFF. Voilà, qu'est-ce que ça apporte en plus qu'on ne pourrait pas avoir s'il n'y avait pas cette complémentarité? Comme je m'adresse à 2 personnes, évidemment, c'est ma faute, elles ne savent pas qui a le droit de démarrer en premier. Allez-y, Maëva. Oui, je pense qu'on en a parlé, c'est la question de la prise en charge globale dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. On est vraiment sur réhumaniser le lien, venir replacer la personne au centre et notamment replacer la femme au centre, lui permettre de prendre pleinement toute cette autonomisation que le deuil peut venir entraver et dans plusieurs domaines de sa vie, d'où la complémentarité, que ce soit avec les partenaires extérieurs et également avec les autres métiers, corps de métier au sein des CIDFF, puisqu'on parle d'autonomisation personnelle, sociale, juridique, professionnelle. Et moi, je me permets juste, si c'est possible, mais peut-être Myriam veut réagir avant, j'ai parlé du webinaire aux femmes que j'accompagne sur l'espace Dialogue et Solidarité à Angers, et j'ai un petit message d'espoir d'une femme accompagnée que j'aimerais lire si c'est possible, mais peut-être d'abord laisser à Myriam si elle souhaite compléter le propos. Alors Myriam d'abord. Laisser cette fin d'échange, de questionnement à ce beau témoignage. De mon côté, les bénéfices de l'accompagnement de Dialogue et Solidarité, c'était important pour moi de vous parler de 3 éléments.
Déjà, le respect de la temporalité, je crois que c'est important et on partage ces valeurs-là au sein de l'association. La clinique du deuil n'a pas la même temporalité que notre société actuelle. Les relais, on a bien insisté sur ce sujet-là aujourd'hui. Finalement, le processus de deuil impacte toutes les sphères du quotidien, mais en interne, on a un certain nombre de dispositifs qui peuvent accompagner dans la plupart des sphères du quotidien. Donc, c'est un beau relais. Et puis, surtout, le bénéfice de l'accompagnement de dialogue et solidarité, et avec force, c'est le professionnalisme des intervenants dans chacune des antennes. Et c'est certainement cela qui nous différencie de d'autres associations qui accompagnent au deuil. On est formé à la question de l'accompagnement de deuil, de ces difficultés-là, dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Donc, c'est toujours un rythme qui est plus respectueux de leur parcours et de leur personne. Merci beaucoup, Myriam. Alors, Maëva, en fait, m'est venue une idée pendant que j'écoutais Myriam, c'est qu'on va garder le suspense, on va aller voir les questions et on va clôturer ce webinaire avec la prise de parole que vous voulez nous lire. Vous êtes d'accord avec ça? Ça me convient. Voilà, on fait ça. Et donc, on va se tourner vers Lorraine Gravelard et elle va nous dire quelles sont les... Il n'y a pas eu énormément de questions, je crois, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Donc, Lorraine, voilà, qu'est-ce qu'on peut synthétiser sur les préoccupations de nos participants qui ont été exprimées dans l'onglet discussion? Ouais. Alors, effectivement, Frédéric, j'ai quelques questions, mais en privé. Donc, je navigue entre les deux chats. D'accord. Alors, il y a 6 grandes questions qui se dégagent. Il y en a une autour des précisions sur les blocages des comptes joints. Et je crois comprendre que la question, c'est est-ce que s'il y a un compte joint, il est systématiquement bloqué au décès de l'un des deux? Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre financier? Oui, alors une autre autour des impacts financiers et comment on peut faire face aux coûts et notamment aux coûts des études, par exemple. Très bien. Alors, qui peut répondre à ces questions? Alors, peut-être pas tout le monde, mais si on peut avoir une ou deux réponses, qui souhaite répondre parmi nos intervenantes? Alors, Emmanuel Andrés lève la main. Quelqu'un d'autre lève la main? Pas pour l'instant. Alors, Emmanuel, allez-y, je vous en prie. Alors, ce que je propose, c'est de donner des éléments et si Pétrina souhaite compléter avec grand plaisir. Effectivement, le conjoint est gelé. Simplement, je rencontre dans ma pratique des situations assez curieuses où le conjoint n'est pas gelé. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, mais de l'incompétence de la part des banques ou une certaine incompétence ou une certaine bienveillance du notaire de famille à l'égard de l'un des deux conjoints peut faire qu'il y a quand même des virements qui se font du compte joint vers le compte personnel du conjoint survivant et des malversations qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Encore une fois, ce n'est absolument pas mon domaine de prédilection, mais vu le nombre de dossiers qui me sont passés entre les mains, je constate malheureusement que ce sont des difficultés qui sont beaucoup plus habituelles qu'on ne pourrait le penser. Très Emmanuel, très concrètement, vous savez quel est le délai avant que la banque gèle l'utilisation du compte? Alors, je peux laisser Pétrina répondre, qui doit avoir une pratique bien supérieure à la mienne. En revanche, d'après ma connaissance totalement empirique, là je ne réagis pas en tant que professionnelle du droit de ces questions, mais empirique dans les dossiers, c'est dès que la banque a connaissance du décès, donc plus elle a connaissance du décès tard, elle gèle les comptes, ce qui veut dire qu'un conjoint survivant indélicat peut faire retarder en fait l'information à la banque et donc il peut être pris de vitesse par l'un des enfants qui peut être probablement un enfant qui n'est pas le sien, celui du conjoint survivant. Donc attention à ça, s'il y a des dissensions familiales entre les enfants et le conjoint survivant qui n'est pas le parent, effectivement, il faut que la banque soit alertée le plus rapidement possible s'il y a des liquidités sur le conjoint pour que cet argent soit gelé et ne disparaisse pas dans la nature. Encore une fois, je ne parle pas de choses anecdotiques, c'est quelque chose qui survient beaucoup trop fréquemment. Oui, tout à fait. Pétrina Todorova, vous voulez ajouter des éléments?
Oui, c'est tout à fait vrai, hein, ce qui a été dit. Je vais juste un petit peu rajouter parce que ça, c'est des cas par contre qu'on voit, même si je fais très peu de veuvage dans les entretiens juridiques, on a quand même ce type de questions qui reviennent assez souvent. Alors oui, j'ai vu la question passer tout à l'heure et effectivement, beaucoup de personnes pensent, je pense que vu que c'est un conjoint et que c'est aux deux noms, et bon, on ne peut pas le geler parce qu'il y a le conjoint survivant. Finalement, et Maître Andrés l'a parfaitement explicité, c'est presque une obligation logique, j'ai envie de vous dire, parce que finalement, ça évite de pouvoir retirer des liquidités ou de faire des virements ou des transactions qui ne rentreraient pas dans la succession ou qui perturberaient la liquidation de la succession. Donc finalement, au niveau du télé, je ne peux pas vous dire, effectivement, c'est comme beaucoup de choses en droit, on n'a pas de réponse sûre, c'est-à-dire que ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de quand est annoncé le décès. Est-ce que la banque le prend en compte rapidement? Est-ce qu'ils font l'effort, ce qui est une obligation, de geler le compte? On ne le bloque pas, il n'est pas bloqué, il est gelé. C'est une petite distinction qui est quand même importante parce qu'effectivement, le notaire peut, de manière ponctuelle, autoriser des virements ou des choses comme ça, des paiements. Finalement, pourquoi il est gelé? C'est souvent dans les cas où, effectivement, c'est une famille recomposée et il y a des enfants d'union précédente. C'est pour éviter que le conjoint survivant ou le partenaire de PACS, peu importe, ou le concubin, concubine, puisse utiliser de l'argent à des fins personnelles avant même que la succession soit liquidée. Et ça évite aussi aux enfants de laisser le concubin ou le conjoint sans ressources parce qu'il y aurait des mésententes, tout simplement. Merci pour ces réponses. Une dernière question peut-être, Lorraine, avant qu'on passe à la lecture du témoignage. Alors, je vais quand même compléter par rapport à ce qu'on peut faire pour accompagner les enfants. Aujourd'hui, on a un grand nombre de salariés qui sont quand même couverts par des contrats de prévoyance et certains contrats de prévoyance prévoient également des rentes pour les orphelins ou des services pour les orphelins. Donc, du coup, vraiment, pas hésiter à contacter l'action sociale des services de prévoyance. Je pense à AG2R qui, par exemple, met un programme en place face au deuil qui accompagne dans la durée, qui accompagne immédiatement et dans la durée les personnes en deuil, et puis tous les services qui vont être mis en place par les institutions de prévoyance avec les contrats souscrits par les employeurs. Donc ça, c'est important. En question, Lorraine, d'ailleurs, donc vous avez publié dans l'onglet discussion pas mal de liens pour les participantes qui veulent regarder les ressources, voilà, que vous nous avez communiquées dans l'onglet discussion. Dernière question, du coup. Alors, on avait une question autour de l'accompagnement, dialogue et solidarité et justement en quoi il consiste, comment les personnes arrivent, combien de temps dure un accompagnement et puis est-ce qu'on a des retours des bénéficiaires qui ont été accompagnés, Voilà. Très bien. Alors, qui répond à cette question-là? C'est pas Lorraine, visiblement, sinon elle aurait déjà commencé à répondre. Je crois que Maëva et Myriam sont bien placées. Je pourrais peut-être... Je me sens. Maëva. Donc, au sein de l'association, on propose 2 grands formats. En termes de services, on propose des entretiens de soutien au deuil et puis un deuxième format, des groupes de parole régulièrement, 1 fois par mois. Et puis, ponctuellement, des événements aussi pour parler de la question du deuil et toutes les thématiques, toute cette nébuleuse-là qu'on ne voit pas au quotidien. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est bien ces 2 formats, un accompagnement, soit en individuel, soit en groupe. Qu'on peut compléter par des ateliers un peu plus spécifiques. Myriam et Maëva, par exemple, proposent des ateliers marche pour leurs bénéficiaires. Certaines antennes proposent des actions en direction des parents, donc avec des ateliers parentalité. Et ça fait le lien avec une question qui a été posée. Il existe effectivement des associations qui proposent de l'accompagnement pour les enfants. Et certaines intervenantes de Dialogue et Solidarité proposent également des groupes de parole pour les enfants qui sont soutenus financièrement par la Fondation OCIRP. Merci Lorraine. Du coup, on arrive à la fin du webinaire. Donc, on va écouter ce témoignage que nous attendons et qui va, je pense, clôturer très, très habilement cette heure et demie que nous avons passée ensemble. Merci, oui.
Donc, Maëva. c'est le message d'une femme qui participe, que j'ai pu rencontrer sur l'espace il y a à peu près, à peu près un an, qui participe au groupe de parole et que j'ai pu accompagner en individuel. Et je trouve son message retrace vraiment le processus naturel qu'est le deuil. Et ça, c'est important de le dire. En tant que veuve depuis 16 mois, je pense avoir appréhendé les pleurs, la douleur, la colère, voire la haine, la solitude, et le soleil revient quand même. Il est vrai, il faut du courage pour rebondir et s'ouvrir de nouveau aux autres, mais quel bonheur de retrouver la joie de vivre. Rien ne sera jamais oublié. Il reste juste une inquiétude de revivre cette grande douleur à nouveau, car maintenant on la connaît. C'est sans doute le prix du bonheur. Waouh, merci beaucoup Maëva. Merci beaucoup à toutes nos intervenantes pour leur expertise précieuse. J'espère que chacune ressort mieux armée avec des clés, avec des réponses à toutes les interrogations que peut susciter le deuil. Merci bien sûr à Lorraine Gravelard et à l'association Dialogue et Solidarité d'avoir organisé cet échange que vous retrouverez bientôt en vidéo sur leur site internet. Et très bonne journée à vous toutes. Merci Frédéric. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.